Alors simplement, avant que le mémorial ne me convie, à travers notamment évidemment la personne de Sandrine Morvan qu'on vient d'écouter à l'instant, également de Sylvie Blocher, artiste qui aura aussi l'occasion de mener une conversation dans les jours qui viennent. Évidemment, je ne connaissais pas ni vous ni votre époux. J'ai appris à vous connaître un peu depuis, très mal, jamais assez, en sachant qu'évidemment, on ne connaît jamais complètement quelqu'un, quand bien même on répéterait les entretiens et les dialogues. Mais, et on a échangé à travers quelques conversations téléphoniques, quelques rencontres. Évidemment, avant les rencontres et les conversations téléphoniques, je me suis appuyé sur ces deux ouvrages que vous avez peut-être à votre disposition, en tout cas que vous trouvez à côté, à la librairie, qui sont des témoignages de chacune de vos expériences pendant cette période de la guerre. Alors, je viens de dire à l'instant que je ne vous connaissais pas, mais d'une certaine manière, j'avais lu un certain nombre de récits, d'ouvrages théoriques ou moins théoriques, de témoignages, qui portaient en eux un certain nombre de points comparables à ce que j'ai ensuite pu lire sous la forme écrite dans vos témoignages. Donc d'une certaine manière, j'ai envie de dire que votre histoire m'était un peu familière. Alors, un peu, hein, je dis un peu, parce qu'il y a évidemment une différence qui me semble être majeure, c'est que, au fond, tout ce que j'avais pu lire m'avait permis d'accéder à, on va dire, à de l'information, des documents, des témoignages, mais les choses restaient relativement, comment dire, abstraites, ou en tout cas un peu intellectuelles. D'une certaine manière, quand je lisais tous ces textes, il était question de masse anonyme, pour moi, de déportés. Il était question de victimes photographiées en haillons, qui étaient pour moi tout aussi évidemment inconnues. Il était question de juifs ou de victimes du nazisme et d'autres victimes du nazisme qui se comptaient en millions, avec tout ce que évidemment le chiffre et la quantification peut avoir d'extrêmement fallacieux parce qu'abstrait, et d'hommes et de femmes disparaissant derrière encore des chiffres, des matricules, que ce soit des juifs, des tziganes ou d'autres déviants, tous évidemment bannis par l'arbitraire identitaire des nazis. Et en m'adressant à vous, Marie Vassilic et Jean Vassilic, et je sais que c'est pas rien suite à nos discussions de prononcer votre nom, puisqu'on a eu un certain nombre d'échanges concernant l'absence de nom propre dans cette période de votre vie. Donc vous êtes femme et mari, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, en sachant que vous vous êtes rencontrés après la Seconde Guerre. Et d'une certaine manière, en m'adressant à vous, je suis dans une position assez déstabilisante, puisque au fond, toutes mes routines habituelles, ce que je vous disais à l'instant et dans les jours qui ont précédé, d'enseignant, à savoir une sorte de rapport un peu d'autorité, où on est en position de surplomb, on sait, l'autre ne sait pas, on lui apprend, etc., s'effondre évidemment, puisque j'ai évidemment rien à vous apprendre dans cette affaire. Et qu'un certain nombre d'habitudes, même rhétoriques, ne peuvent plus être, d'une certaine manière, activées. Donc, vous êtes là, et j'ai envie de dire, vous êtes là en dépit de tout ce que j'ai pu, au fond, lire de théorique sur ces questions, qui ne peuvent, hein, toutes ces choses-là, toutes ces lectures, ne peuvent, au fond, embrasser la singularité de votre présence, qui est évidemment la singularité essentiellement aujourd'hui de votre parole. Et j'ai d'ailleurs souvent, dans les jours qui ont précédé et dans la lecture de vos textes, été extrêmement frappé par l'incroyable convergence des termes que vous avez pu employer. Alors j'en citerai simplement quelques-uns, les plus frappants.
notamment sur les métaphores que j'appellerais hygiénistes. Jean, vous parliez dans l'écrit, vous dites par moment, c'était nettoyé, hein, nettoyage des Juifs, déchets humains, nous n'étions que des esclaves, il y avait des maîtres, hein, tout ce vocabulaire qu'on retrouve au passage chez d'autres, évidemment, d'autres témoins et d'autres auteurs, cette fois, témoins, comme Robert Antelme, David Rousset, Germaine Tillon ou Imre Kertző. Donc c'est assez étonnant déjà d'avoir cette convergence de vocabulaire. Je l'ai vécu comme ça, c'était mon vécu. C'était un peu l'expression d'une partie de la vérité, d'une partie, parce qu'on ne peut pas tout dire. Dans le langage très, très cru qui est le vôtre dans cet écrit et qu'on retrouve, assez régulièrement. Et Marie, au téléphone, vous m'avez dit, la première chose que vous m'avez dit, c'est dans cet écrit, par définition, on ne peut pas tout dire. Donc évidemment, il ne s'agira pas aujourd'hui de dire ce que vous n'avez pas écrit, parce que pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a un certain nombre de choses, et on en a discuté, qui ne doivent pas se dire. Pour la simple raison qu'elles ajouteraient au fond dans la description de certains détails une souffrance morale à une souffrance passée et encore active. Donc il y a des questions, effectivement, on en a parlé de pudeur, qui font que ça ne sera pas l'objet, au fond, de notre discussion que d'abonder de détails scabreux. Non, parce que de toute façon, on dit certaines choses, mais d'autres, on ne peut pas le dire, parce que les personnes qui ne sont pas passées par là, qui n'étaient pas dans les camps, ne peuvent pas comprendre. Ou alors se demandent, c'est pas possible, parce qu'un esprit normal, humain, ne peut pas envisager tout ce que nous avons vécu. Alors, à ce propos, Jean, vous avez dit l'autre jour, lorsqu'on préparait cette rencontre, vous avez employé une expression qui m'a évidemment fortement interpellé. Vous avez dit que ça vous prenait à la gorge oui, d'être là. Et c'est encore présent. Ouais. C'est encore présent. À chaque fois que je me remémore mon passé, il m'était insupportable d'en parler, ouais. Et les années passées. Alors, je vais simplement, pour ceux qui n'auraient pas connaissance de ces deux ouvrages dont j'ai parlé et de votre vie telle qu'elle s'est déroulée à peu près dans cette période-là, Jean, vous êtes né en Pologne. Oui, en 1926. En 26, voilà, à Łódź. Vous me reprenez si je dis des bêtises parfois. Vous êtes parvenu au début de la guerre à fuir la ville et vous rapportez un certain nombre d'événements qui sont liés à votre errance, notamment chez un certain nombre de paysans pendant plusieurs mois, jusqu'au moment où vous êtes arrêté, puis interné à Auschwitz, et je le précise parce que vous me l'avez plusieurs fois redit, sous le matricule B8580. Hein, vous énoncez souvent le chiffre. Pas perdu. Puis, vous allez rejoindre ensuite le camp de Buchenwald jusqu'à la libération du camp, c'est-à-dire à la toute fin de la guerre. Alors, effectivement, vous l'avez dit à l'instant, il est pour le moins difficile, étouffant de revenir sur les douleurs et sur ce sentiment d'une mort imminente, celle qui dominait dans les camps. Alors, instant. Je peux peut-être vous laisser en parler si vous le souhaitez, mais si vous le souhaitez seulement. Et on pourra ensuite peut-être mettre l'accent sur un événement qui m'a frappé, parce qu'au fond, il représente quasiment le pendant inverse. C'est cette rencontre que vous avez eue à cette période de votre vie avec un certain Vacek,
Wacek, voilà, qui était polonais et qui était chrétien, particulièrement pieux, vous l'avez précisé. Pratiquant. Voilà, et que vous avez rencontré, si je dis pas si je me trompe pas, au camp de Arzungen, qui était un camp qui dépendait de Dora, lui-même un camp satellite de Buchenwald. Alors, on va insister sur le nom des camps, pour une raison d'ailleurs qui est liée à des choses qu'on s'est dites il y a quelques jours. C'est de manière à ne pas utiliser et abuser du terme de Auschwitz comme une sorte de résumé emblématique et très codifié de cette période-là. Je vous laisse, Marie. Vous êtes passé. Hein, il me semble. Non, il marche. Allez-y. Et puis après, vous êtes passé à Buchenwald. Mais Buchenwald, c'est le moment de la libération. C'est après. Mais entre-temps, il est passé par d'autres camps. Donc, si tu veux le dire, toi, Jean. Je passais par Auschwitz, par Gleiwitz, par Gross-Rosen, Blechhamel et Dora. C'est-à-dire qu'on ne gardait pas dans un camp. On changeait des camps pratiquement en permanence pour que les gens qui étaient dans ces camps ne s'habituent pas, qui ne trouvaient pas un moyen de passer à travers, si j'ose dire. De passer à travers, c'est-à-dire À travers de ce qu'eux, ils veulent faire de nous. Ils restent encore peut-être en partie un peu hommes. Parce que c'était l'écrasement, leur but, c'était l'écrasement total de l'individu. Voilà le but. Et il commençait du premier jour. Seulement, vous voyez, même dans la misère, l'homme, il est fait de telle sorte qu'il s'habitue à tout, même au pire. Bon, heureusement qu'il remonte après. Mais quand on est en dessous de l'eau, il faut l'économiser, son souffle, quoi. Vous l'interprétez comme une façon de pallier au fait que vous pouviez vous accommoder, entre guillemets, hein, évidemment, vous accommoder de la vie dans un camp. Donc non, on ne s'accommode jamais à la misère. Si, l'homme, c'est un animal qui s'accommode à tout. Je pense que c'est l'animal que la nature a fait, la plus résistante de la création. Alors pourquoi vous l'appelez l'animal ? Mais parce que les animaux, ils s'adaptent à tout. Hein. Et nous faisons quoi ? Nous avons surmonté peut-être le règne animal. Nous sommes devenus des hommes. Mais nous sommes quand même à la création, nous n'étions pas autre chose qu'un animal. Il ne faut pas oublier ça. Que ce que nous sommes devenus, c'est des milliers d'années de travail. En sachant qu'à la fin de votre témoignage, vous dites que, je cite mais de façon approximative, que l'homme, après ce passage par les camps, où il est passé, ne mérite pas le nom d'homme. Excusez-moi, je n'ai pas compris là. C'est-à-dire que le fait d'utiliser le terme homme pour désigner l'espèce humaine est une façon un peu abusive, puisque compte tenu de... il y a certains hommes qui en ont abusé de leur pouvoir. Ils ont dépassé largement leur pouvoir, puisqu'ils ne nous considéraient même pas comme des animaux. Un animal, quand il passait devant un Allemand, il avait une tendance de lui passer un coup de main, même sur l'échine. À nous, il nous passait un coup de bâton. Non, c'est-à-dire qu'on n'était pas considérés comme des êtres humains. Pour eux, le but était de nous réduire en esclavage pour pouvoir tirer le plus possible de ce que l'on pouvait encore donner. Parce que d'ailleurs, la nourriture, tout était pour que nous travaillions pour le Grand Reich le plus possible. Mais après, une fois que les personnes étaient exténuées, qui ne pouvaient plus, donc ils ne comptaient plus. Et à ce moment-là, ils passaient, ils passaient, si vous voulez, je ne dis pas chambre à gaz, mais enfin, le terminus, c'était
le four crématoire. Voilà. Mais d'abord, ils voulaient surtout nous forcer à travailler, parce que c'était le but, c'était pas autre chose. Que les personnes viennent et ils avaient besoin de main-d'œuvre. Une main-d'œuvre qui était réduite en esclavage par eux. Voilà. Esclavage, mais alors, c'est une figure c'est un terme que vous employez, qu'on retrouve à plusieurs occasions, mais là, peut-être avec une différence, c'est que l'esclave vit de telle sorte à pouvoir vivre le plus longtemps possible, puisque c'est dans l'intérêt de celui qui l'exploite. Or, là, le cas de figure, c'est qu'il y avait un dépérissement progressif aussi de ces esclaves C'est-à-dire que juifs. vous étiez obligé, on ne vous donnait comme nourriture que le strict minimum que vous pourriez, que vous pouvez supporter pour résister, continuer à travailler. C'est tout. Et puis après, on diminuait progressivement. D'ailleurs, moi, j'ai appelé, par exemple, Bergen-Belsen le camp de la mort lente, ce qui veut bien dire lente. Ça Voilà. voulait dire que les quantités de nourriture s'amenuisaient, diminuaient. Absolument. D'accord. Et pour vous, c'était pas simplement un problème de désorganisation. On va parler de la question de l'organisation. C'était une volonté de vous de nous éteindre détruire. Progressivement. Absolument. Oui, parce que un individu, quand vous lui donnez à manger normalement, quand l'atmosphère est bonne, il n'y a pas de raison qu'il dépérisse automatiquement. Tandis que là, c'est fait progressivement et c'est fait surtout sciemment. Voilà. D'accord. Alors, pour vous, Marie, on va revenir peut-être sur les conditions, peut-être rapidement, dans lesquelles vous avez été arrêté, c'est-à-dire à Toulouse en juillet 1944, sur dénonciation. Oui. Puisque vos parents étaient à la périphérie de Toulouse, C'est-à-dire nous nous cachions, nous étions à la campagne. Oui. Et bon, mon père m'a demandé de venir à Toulouse pour faire quelques commissions, puisque eux ne bougeaient pas. Et je me suis trouvée chez nous. À un moment donné, je parlais avec un ami quand un Allemand et un milicien sont rentrés dans la cour où j'étais. Et s'il y avait eu l'allemand qui aurait parlé, j'aurais peut-être compris, j'aurais entendu un accent. Tandis que là, c'était un milicien, un Français, qui parlait comme vous et moi. Et là, il faut dire les choses, j'étais vraiment sotte. Et puis, je ne me rendais pas compte. Il s'est adressé à moi en disant « Mademoiselle Rafalovic ». Et moi, comme je vous dis, vraiment une sotte. Je dis oui. Et là, c'était terminé. J'étais arrêtée. Voilà. D'accord. Donc vous êtes arrêté et est-ce que vous pouvez revenir, puisque c'est une chose dont on a discuté il y a quelques jours qui m'a frappé, sur la façon dont vous pensez alors, puisque les Alliés ont déjà débarqué. Absolument. C'était au mois de juin et là, nous sommes en juillet. Nous sommes le 25 juillet 1944. Donc, après un passage à la Gestapo, à la maison de la Gestapo à Toulouse, on m'a amené, j'étais toujours entourée, moi, j'étais vraiment très bien entourée par deux hommes, deux miliciens. On m'a amené à Toulouse à une caserne, la caserne Caffarelli. Pourquoi une caserne? Parce que c'était une caserne pour les soldats français au départ. Mais une fois qu'il y a eu la débâcle, les Allemands sont arrivés et ils ont pris possession de cette caserne. Mais en juillet, il y a eu le débarquement. Donc, on a appelé tous les soldats qui restaient là, on les a envoyés en Normandie. Donc, cette caserne était vide. Et comme tout autour de Toulouse, il y avait tous les camps qui étaient pleins, toutes les personnes qu'ils ont arrêtées par la suite, et surtout des familles entières, père, mère, enfants, et même peut-être grands-parents, on nous a mis dans cette caserne.
Parce que là, il y avait de la place, puisqu'il y avait les locaux qui étaient vides. Voilà, c'est ça. Et ensuite, vous pensez être conduite à Drancy, Après, départ. quand on est parti dans la nuit du 30 au 31 juillet, enfin, personne n'était inquiet parce on pouvait se dire, tiens, où allons-nous? Or, tout le monde était persuadé d'aller à Drancy parce que c'était le lieu de triage de tous les juifs. Mais au bout d'une semaine, nous nous sommes promenés parce qu'il n'y avait pas les voies libres, puisqu'il fallait que les convois de soldats passent et ils étaient prioritaires. Enfin, nous sommes arrivés à un moment donné, les personnes qui regardaient, parce que dans des wagons à bestiaux où nous étions, il y a des petites ouvertures de chaque côté. Et à un moment donné, il y a, je ne sais plus qui, un monsieur qui dit, mais les noms des gares ne sont plus en français, ils sont en allemand. Donc là, on a commencé à être inquiet. On se demandait, mais où allons-nous? Qu'est-ce que nous, où c'est qu'on nous amène? Mais jusqu'à maintenant, et même, on était inquiet sans. Enfin, je ne parle pas pour moi, hein. Je parle pour l'ensemble. Parce qu'il disait, bon, ce qui était le leitmotiv partout, c'est on amenait les Juifs, on les amenait en Allemagne. Pourquoi? Mais pour travailler, puisque il manquait de la main-d'œuvre. Il y avait les Allemands qui étaient sur le front russe. Donc, il fallait qu'on amène un remplacement. Et c'est ce qu'on a pensé jusqu'au dernier moment. Alors, vous m'avez dit que à ce moment-là, c'est-à-dire à Toulouse au moment de votre arrestation, vous n'aviez pas idée de tuerie dont les Juifs étaient les cibles. Ah non, pas du tout. On n'en parlait pas. Bon, on savait qu'il y avait des arrestations, qu'ils partaient en Allemagne, mais en Allemagne, pourquoi faire? Pour On ne savait travailler, pas qu'il y c'est avait, tout. il y avait des fours crématoires et qu'on Ça brûlait, c'était ça n'existait pas la journée dans. entière, il fallait remplir le four de 10 000 ou de 15 000 personnes. C'était pire qu'une usine. Non, la solution finale, personne ne savait exactement, à part ceux qui étaient déjà dans le camp. Et enfin, non, mais pas, ils ne savaient pas au départ. D'accord. Et donc ensuite, vous arrivez dans la ville de Weimar, Oui. où il va y avoir un long arrêt. Mais c'est-à-dire, ça se passe toujours dans la nuit. Parce que les Allemands savent vraiment faire une mise en scène extraordinaire. Et alors, dans la nuit, à un moment donné, le train s'arrête. On entend des bruits, les portes qui s'ouvrent, des cris. Enfin, je vais vous traduire en français. Descendez vite et tout ça. Donc, tout le monde descend sur le quai. Le quai, la première chose que j'ai vue, moi, personnellement, de Weimar, il y a des lampadaires, mais qui éclairent très, très peu. Donc, vous êtes dans une demi-obscurité. Il y a des capots, je ne savais pas à l'époque que c'était des capots, des gens habillés avec un pyjama rayé et qui faisait beaucoup de bruit, qui faisait sortir, descendre du train. Et un peu plus loin, il y avait des soldats, je ne sais pas si c'était des SS ou de la Wehrmacht, je ne sais pas, et qui tenaient le chien, les beaux chiens allemands. C'est là où j'ai fait la connaissance des chiens, vraiment qui m'ont impressionné et j'ai toujours eu peur de ces chiens. Alors là, une fois que tout le monde est descendu du train, on a fait mettre les mères avec les enfants, enfin les femmes plutôt, avec les enfants de côté, les hommes de l'autre, mais en rang par 5. Parce qu'en Allemagne, tout se fait par rang par 5. Comme ça, les capots ou les autres peuvent vérifier et compter tout de suite. Et puis, on les a vus partir. On a vu partir tous ces hommes dans la nuit. On ne savait pas où ils allaient, ce que nous allions faire.
on savait absolument rien. On l'a su quand même par la suite. On a su qu'ils étaient, que Weimar, les personnes qui arrivaient par le train allaient, les hommes, allaient à Buchenwald. Et puis nous, on nous a fait remonter dans les wagons à Bestiaux. Et nous avons continué plus loin. D'accord. Donc vous continuez plus loin. Nouvel arrêt. Lorsqu'on s'est parlé il y a quelques jours, vous n'aviez pas en mémoire le nom de cette gare. Et hier après-midi, vous m'avez appelé pour me dire, le nom m'est revenu, il s'agit de la gare de Fürstenberg. Donc vous arrêtez dans cette gare et à ce moment-là, à nouveau, alors vous avez parlé tout à l'heure de mise en scène. C'est-à-dire que là, nous avons eu la chance, je dis bien la chance, de ne pas aller à Auschwitz parce qu'on ne pouvait plus. Enfin, on l'a compris on l'a compris plus tard. Là, à ce moment-là, on ne le savait pas. Mais on nous a fait descendre. Et puis, à côté, dans cette gare, il y avait des cars. Non, des camions, ce n'était pas des cars. Et on a demandé que les femmes avaient des enfants en bas âge et les personnes de certain âge, fatiguées, montent dans ces cars. Elles sont montées, il y en a beaucoup qui sont allées. Des camions, vous m'avez dit. Des camions, oui. Si nous avions été à Auschwitz, ces camions allaient directement sur la rampe et à la chambre à gaz. Mais là, miraculeusement, nous n'étions pas à Auschwitz. Nous dirigions vers un autre camp qui s'appelait Ravensbrück. Et Ravensbrück n'était pas un camp pour les Juifs. C'était un camp de... comment pourrais-je vous dire? Déportés. Non, c'était des femmes, mais des résistantes. Il n'y avait que des résistantes. Et d'ailleurs, nous avons été, je pense, le premier transport de femmes et d'enfants à rentrer à Ravensbrück. Après, il y en a eu beaucoup plus. Mais au départ, c'était ça. Nous sommes le premier. Nous sommes arrivés le 9 août 1944 à Ravensbrück. Et vous avez évoqué, il y a des images qui sont assez frappantes, vous avez évoqué ce transport, et vous êtes à ce moment-là, alors je ne sais pas si ça se passe encore la nuit, le chemin entre Fürstenberg, la gare et le camp. Ah non, Et là c'est déjà dans la journée. Et vous êtes frappé par le paysage très bucolique. Oui, absolument. Là, c'était extraordinaire. Donc, personne n'avait une appréhension de peur ou quoi que ce soit. On avançait, bon, on allait certainement travailler, toujours ce travail. Et puis, à un moment donné, nous avons traversé le village, Fürstenberg, et sur le chemin, nous avons croisé, nous avons traversé un lac très grand, magnifique. Et moi, ce que j'ai toujours en tête, c'est des petites villas, des petites maisons qui étaient là, à côté du lac, sur les bords, et les gens qui se baignaient, des enfants, des hommes, des femmes. Pardon. On rappelle que c'est l'été, donc il fait... Oui, c'est au mois d'août. Donc, nous n'avions aucune appréhension, nous n'avions pas peur, on ne peut pas dire. Et nous avons continué. Et nous avons traversé. Ravensbrück est un camp qui a été construit sur des marécages. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'eau autour des lacs avant que nous arrivions à ce camp. Et c'est ça qui m'avait frappé. Et j'ai toujours en tête, je vois toujours ce lac, je vois ces personnes, ces hommes. Parce que par la suite, ces hommes, ils travaillaient. Ils travaillaient où? Un travail normal. Ils allaient au camp, ils passaient la journée et après ils repartaient chez eux en famille. Ils retrouvaient leurs femmes, leurs enfants, comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Parce que vous avez beaucoup insisté dans la description sur le caractère très normal, agréable du paysage, des scènes quotidiennes très ordinaires. Pendant que nous avons marché, parce que bon, tout le monde n'a pas voulu monter dans les camions. Moi, personnellement, je ne suis pas rentrée, j'ai marché. Mais on discutait, on était tous ensemble.
on ne savait pas où on allait, Mm. mais bon, on va aller travailler, on va nous mettre, et voilà. Mais aucune appréhension, rien. En dépit des faits de violence, de la coercition, de la contrainte. C'est-à-dire à ce moment-là, Oui. vous n'y pensez pas. Oui. Vous pensez ce qui se passe au moment. Mm. Après, tout vous revient, mais pas là. Et Jean, pour ce qui est de votre internement, ça a été une expérience C'était beaucoup plus violent. violente. Quand même. Oui. Quand nous arrivions dans ces wagons de bestiaux, Oui. ils arrêtaient, ils ouvrent le wagon, et puis on entendrait raus, raus, raus. Puis il fallait descendre, il fallait se dépêcher, sinon on recevait un coup de crosse ou un coup de baïonnette, parce qu'ils y allaient, ils ne faisaient pas attention. C'était pas leur chair qui perçait, c'était la nôtre. Voilà. Mais c'était toujours avec la violence, c'était toujours avec la force. Mais quand vous étiez fermé pour faire ce voyage, parce que ça durait des fois 2 ou 3 jours, et que vous étiez fermé jour et nuit, et quand on vous ouvrait ce wagon, on devenait un peu désordonné. Puis voilà. Et il dominait cette foule à coups de baïonnette. C'était vite fait. Hein. Maintenant, il y a une chose aussi que je ne vous ai pas dit. Parce que habituellement, ce que je dis, c'est que je l'ai vécu, que je l'ai vu. Mais enfin, ça fait un petit moment. Quand nous sommes arrivés à Weimar, dernièrement, j'ai retrouvé, mais là c'était un homme, mais à l'époque, moi j'avais 14 ans, lui il en avait 12 ou 13, je ne sais pas. Et en parlant comme ça, il me dit, Marie, est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu étais avec moi dans le wagon? Est-ce que tu as vu ce qui se passait au wagon à côté? J'ai dit non, d'abord je n'étais pas avec toi. J'étais ailleurs, j'étais dans un autre dont je n'ai pas vu. Et c'est lui qui m'a dit, quand ils ont ouvert la porte de ce wagon, il n'y avait que des cadavres. Des cadavres, pourquoi? Parce qu'il y a eu des hommes, en principe c'était des Espagnols, qui se sont évadés. Et les Allemands qui nous gardaient, qui étaient avec nous sur le train, s'en sont rendus compte. Et naturellement, les autres sont partis, mais ceux qui sont restés, il n'en est plus resté aucun. Je ne l'ai pas vu, mais lui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, quand je suis descendue du wagon, là, j'ai tourné la tête et je n'ai vu dans ce wagon là que des cadavres. Voilà. J'ai oublié de vous en parler. Ça, c'est la personne que vous avez revue Oui. qui vous a rapporté le... Oui, qui m'a rapporté. Et si j'en parle, c'est que c'est véridique. Oh, pardon. Si j'en parle, c'est que c'est véridique. Autrement, je ne parle que de ce que j'ai vu, moi. Oui. Mais là, j'ai confiance en lui. S'il me l'a dit, c'est que c'est vrai. Oui. Comme lorsque vous avez évoqué aussi l'arrivée à Ravensbrück et la surprise, alors le mot est un peu léger, peut-être la sidération, lorsque vous dites faire face pour la première fois à ce moment-là à une image qui d'ailleurs nous est une image photographique qui nous est familière, qui est celle des déportés en haillons. Et vous faites face, vous, à des femmes rasées, que vous n'êtes pas sûr, vous m'avez dit, je crois que vous n'étiez pas sûr que c'était des femmes, évidemment, en raison de la coupe de cheveux, et portant des robes de déportés qui, vous dites alors, les font paraître beaucoup plus grandes qu'elles n'étaient. Oui, ça c'est ma première vision de quand on est rentré dans le camp. Nous avons retrouvé toutes les personnes qui étaient parties dans les wagons. Et puis là, on restait. Il y avait un grand, enfin, d'ailleurs il y est, je crois, un grand bâtiment, et on nous a mis là. Et puis on savait pas on ne savait rien. Et puis tout d'un coup,
J'ai vu 2 ou 3 personnes qui étaient un peu plus loin, qui étaient en train de nettoyer le lac et place, enfin la place du camp. Elles avaient des balais et elles avançaient doucement. Et je regardais ces femmes. Et pour moi, j'étais très impressionnée. Maintenant, on ne se rend pas compte. Il y a des personnes qui sont rasées, soit des malades, soit des hommes. Enfin, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et pour moi, c'était quelque chose qui m'a impressionnée énormément. Et je voyais de loin, parce qu'elles avançaient tout doucement, mais c'était de loin. Je voyais des silhouettes squelettiques très grandes, habillées avec des robes de pyjama, ces couleurs bleues, rayées. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Nous, on va pas nous faire la même chose. Non, elles ont dû faire. Enfin, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais j'étais très impressionnée. Et puis alors ces femmes arrivaient tout doucement et regardaient si les capots ne les regardaient pas pour nous interroger, pour savoir d'où nous venions, d'où notre transport arrivait. Mais c'est le fait de ces femmes qui étaient rasées, un visage amaigri. Je les ai toujours devant les yeux. Il y a certaines choses. Pardon? Ils avaient un visage humain. Elles étaient maigres, elles étaient complètement déformées. Et vous avez par la souffrance. vous, Jean, vous avez eu vous avez été frappé en arrivant comme vous oui, mais quand on arrivait dans ce monde-là, on avait l'impression de changer de planète. Ce n'était pas du tout la même chose. On ne peut pas les décrire, même avec mes souvenirs qui ont maintenant 2 années passées. 75 ans. Écoutez, j'ai le froid qui me passe dans le dos. Ne serait-ce que quand je vais avoir ce souvenir, ce rappel en soi, en somme, de qu'est-ce que tu as été, comment tu as été. Dès que ça me... J'ai un froid dans le dos, j'ai essayé de passer. Et vous m'avez dit il y a quelques jours que, élément pour moi très frappant, que vos noms n'étaient jamais prononcés. Jamais le nom de... Ah non, nous étions des matricules. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, on n'est plus humain, on n'est plus animaux, et les animaux domestiques ont au moins, en général, un sobriquet, un nom dont on les affube, ce qui n'était même plus votre cas. Non. Absolument pas. C'est pire que ça. Et comment vous vous interpelliez ensuite à l'intérieur du camp par des noms? Par qui Entre détenus. Entre nous, non. Entre nous, bon. Vous savez, écoute, Paul, Pierre, Jean. D'accord. Alors, pour revenir sur la question du vêtement, vous avez aussi précisé qu'en arrivant à Ravensbrück, on vous a demandé de vous déshabiller, vous êtes mis nus, on passe entre guillemets les détails, et on vous a demandé de prendre soin de bien consigner vos vêtements dans un sac alloué à cet effet, de manière ensuite, littéralement, on m'a dit, à pouvoir les récupérer. Absolument, absolument. Ça, c'est le comble de... Ah oui, vraiment, quand vous y pensez par la suite, bon, on vous fait déshabiller, puisque ça n'a plus rien à voir, mais on vous donne un sac en craft, en papier craft, et puis alors on vous dit, vous mettez bien vos affaires dedans, parce que quand vous allez sortir, vous allez les récupérer. Donc, c'est vraiment une ironie, si on veut. Et Jean, l'autre jour, comment vous interprétiez ça? Je ne sais pas si lui, c'était pareil. Moi, je parle de nous. Deux fois, je me regarde parce que j'ai toujours mon numéro. Jean, le micro. Oui, j'ai toujours mon numéro. Voyez, regardez, au bras, j'ai 8580. Quand vous pensez au numéro, vous dites c'est pas possible. 8500, 10 000 personnes passaient par jour ou par une demi-journée. Du four crématoire, de la vie au four crématoire. Comment est-ce que je fais
Qu'est-ce que c'est fait? Pourquoi le bon Dieu m'a sauvé? Je ne sais rien. Après, dans votre témoignage sous sa forme écrite, souvent, évidemment, vous parlez, je crois, comme d'autres détenus de la chance, une sorte de choses. Et puis, et en même temps, je pense que aussi Comment? je ne sais pas si le terme est juste, mais un instinct de survie qui était toujours chez vous aussi, puisque vous dites qu'il y a eu certaines décisions qui ont été prises sans que vous sachiez pourquoi et qui à chaque fois vous ont sauvé la vie. Voilà. C'est-à-dire il fallait... Ouais. Et ça, et j'aimerais quand même, Jean, on l'a évoqué tout à l'heure, que vous puissiez revenir, parce que sur Vacek, cet ami. Pour moi, c'était Vincent Nogal. Pour moi, c'était le frère, le père, non, mais attends, le créateur. En fait, il était tout à la fois. Mais comment vous le... On a pris une amitié. Ouais. J'étais beaucoup plus jeune que lui. Il m'a pris comme son frère ou comme, je sais pas, comme son enfant. Parce que lui était donc résistant, donc détenu politique, et oui, il est cuisinier de formation, donc il cuisine pour les SS, c'est ça que vous m'avez dit, et vous à la sortie, je sais pas, ne le connaissais pas du tout. Vous ne connaissez pas, et vous lui demandez évidemment un peu de... Il m'avait vu certainement dans un état inutile de vous décrire, et il a eu pitié de moi parce que je ne comprends pas autre chose. Et il m'a pris comme si j'étais son frère. Si ça n'était pas lui, je ne serais pas là pour vous témoigner. Mais ensuite, vous m'avez expliqué que dans la propre histoire de ce donc polonais Vincent ou Wacek, on va le dire, donc polonais résistant, lui-même avait été arrêté et finalement interné et sauvé in extremis, puisque vous pouvez peut-être... C'est-à-dire que il faisait partie d'un réseau et lui, il était, comment on appelle ça, il était le radio. Ils ont été certainement dénoncés. Et quand les Allemands sont venus et les arrêter, ce qui les intéressait, c'est de connaître le radio, peut-être pour avoir des... pour comment il avait contact ailleurs. C'est ça qui les intéressait. Et sur le moment, il n'a rien dit. Mais et au bout de peut-être 5 minutes, il y avait un prêtre qui était avec eux, qui s'est avancé et qui a dit c'est moi le radio. Ce qui n'était pas le cas, puisque c'était Vacek. Et puis ils ont amené ce prêtre un peu plus loin, et puis il a entendu, il a été fusillé immédiatement. Il lui a sauvé la vie. Alors peut-être que lui, quelqu'un s'était dévoué pour lui, peut-être qu'étant dans le camp, il essayait de compenser le bienfait qu'on lui a donné. Je pense que c'est un peu ça. Maintenant, il a eu une chance extraordinaire, c'est de travailler dans les cuisines et des SS. Enfin, c'était sa chance. Et puis, un jour, il a dû voir Jean en sortant, vous voyez Jean qui n'est pas très grand, qui devait être peut-être pas très enveloppé non plus, et qui était peut-être très mal, je dis peut-être. Et il a eu pitié, et comme il était tout seul, il l'a pris sous son aile, et tous les jours, il venait le voir, et il sortait de la nourriture du camp, des cuisines, aux dépens de sa vie. Parce que s'il avait été attrapé, on l'aurait fusillé immédiatement. Et c'est comme ça que Jean a pu remonter progressivement sa santé. Voilà, et il se trouve que... C'est lui qui m'a sauvé la peau. Alors, lui a également survécu, et vous l'avez côtoyé ensuite à Toulouse, jusqu'à sa... C'est-à-dire qu'après, Jean est parti en commando. Il est parti là, de là, il a fait la marche de la... c'est moi qui parle, hein.
C'est lui qui devrait Merci. parler. C'est Il- un témoin privilégié. voilà. Il a fait Ça, la marche Ça, c'est de coince. la marche de la mort. Et puis il est arrivé, comme on vous dit, à Buchenwald. Bon, et là, il a été libéré par les Américains. Mais après, il fallait savoir où il devait aller. Il ne voulait pas retourner en Pologne puisqu'il était tout seul. Et, parents, famille, tout le monde était décédé. Et il ne restait personne. Alors, il a suivi le mouvement et il s'est trouvé à Lille. Et là, je dis bien miracle, il rencontre Watzek, qui lui, ayant été déporté de Toulouse, enfin, ils ont commencé à parler, tout ça, il lui a dit, où vas-tu? Jean lui dit, je ne sais pas. Eh bien, écoute, si tu veux, tu viens avec moi à Toulouse. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à Toulouse. Enfin, d'abord à Paris, à l'hôtel du Tessia et tout, et après à Toulouse. Voilà, puisqu'évidemment, à l'époque, vous ne parlez pas français. Je ne parle pas un mot. Ouais, pas du tout. Et même encore là, puisque tu ne le dis pas, il, Je me rends. il, il a continué à l'aider pour vivre. Parce que d'abord, d'abord n'ayant pas d'argent, ça c'était normal, ne connaissant pas la langue, il ne pouvait pas aller travailler. Tandis que lui, il est allé tout de suite travailler dans une pâtisserie et il entretenait Jean. Jusqu'au jour où Jean a pris un peu plus Je mangeais plus voilà. souvent des gâteaux que de la soupe. Donc, vous rencontrez effectivement à cette période-là, c'est-à-dire à Toulouse après la guerre. Bien après. Ouais. Et là, je fais un saut dans le temps, puisqu'il y a toute une partie de votre vie, évidemment, qui s'est écoulée depuis cette période, puisque maintenant, ça remonte à, comme vous l'avez dit à l'instant, à 75 ans. C'est aussi, là, on pourrait croire que vous parlez librement, facilement de tout cela, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui n'a, dans ce que vous m'avez dit, au fond, jamais été le cas, puisque un certain nombre de personnes qui vous entouraient, d'ailleurs qu'elles soient dans votre cercle familial direct ou plus éloigné, ont à peu près tout ignoré de ce que vous aviez vécu. C'est-à-dire que quand nous sommes revenus de déportation, quand nous sommes arrivés là, il faut dire que la politique française était pour mettre en avant les résistants. Il fallait que la France soit fière de leur résistance, de la résistance qui les a aidés à libérer le pays. Les Juifs, on n'en parlait pas. Par la suite, une fois, ça m'est rentré, j'ai dit, mais pourquoi on ne parle pas, mais bien après, pourquoi on ne parle pas de Juifs? Nous étions là-bas. Certainement, on devait faire de la figuration. On était là pour rien. C'était les résistants. Et quand on est revenu, c'était ça. Personne ne voulait, on voulait pas nous écouter. C'était pas possible. D'abord, quand on a commencé à raconter un peu par où nous étions passés, les gens ouvraient des yeux, ils se disaient mais c'est pas possible, parce que dans un esprit sain et normal, on ne peut pas imaginer tout ça, tout ce qui s'est passé. Heureusement, il y a eu des films qui ont été tournés par enfin pour moi, Bergen-Belsen, c'était les Anglais, et après les Américains aussi, dans d'autres camps, où ils ont filmé pour montrer ce qu'ils ont vu, pas ce que nous avions subi. Mais le résultat, si on voulait bien regarder, c'était le résultat était ce que nous étions. Donc on disait c'est pas possible. Ils sont revenus, mais alors pourquoi? Nous étions presque suspects d'être revenus. Comment ça se fait que Et aussi, nous avons survécu? voilà. Le pourquoi? Et Qu'est-ce que tu as fait pour que le Schleu il te donne le droit à survivre? c'est pas les Schleux, les nazis. Alors, c'est vrai que vous avez mis l'accent sur le fait que
c'était pas on pouvait pas difficilement se faire entendre et a fortiori écouter. En revanche, il y a un autre plan dont vous avez parlé, qui est que pour des raisons cette fois qui avaient trait à à la façon dont vous vouliez vivre et revivre d'une certaine manière, il n'était pas question non plus de se laisser submerger pour vous trop par ce passé. Et c'est là que, Jean, vous avez insisté sur la nécessité, je n'ai plus le terme exact, vous avez dit qu'il n'était pas question, notamment par rapport à vos propres enfants, de les priver de l'espérance qu'un enfant doit avoir dans l'avenir, c'est-à-dire dans la vie et dans l'homme. Absolument. Parce que je n'ai pas voulu raconter le passé le plus douloureux, pour ne pas leur donner même dans leurs rêves un visage de ce que nous avions vécu. Je voulais absolument rayer ça de ma propre mémoire. Je ne voulais pas leur donner, transmettre même une partie. C'était même trop douloureux pour moi de raconter le vécu. Vous savez, quand vous avez un vécu très, très douloureux, et je pense que le monde n'a jamais connu quelque chose de plus douloureux de ce qu'ils ont fait les Allemands au XXe siècle, de raconter à mes propres enfants quand ils étaient en âge de devenir des hommes. Mais vous m'avez dit qu'un de vos fils oui. Vous a interrogé lorsqu'il avait, je crois, 15 ans, c'est ça? Il vous a interrogé avec insistance, qui vous a obligé à... C'est-à-dire, il l'a interrogé indirectement, peut-être, sur ce qu'il avait vécu, mais en même temps pour qu'il lui parle de la vie d'avant en Pologne. Enfin, c'est mon opinion personnelle. Il voulait connaître la famille de son père, qu'il ne connaissait pas, puisqu'il n'y avait personne. Il est resté tout seul. Parce que vous m'avez dit que 60 personnes, vous aviez fait le décompte, sont morts. Ils sont tous... Ici, voilà. J'ai eu personne, j'étais resté seul. J'avais une tante en Belgique qui a perdu, que j'ai retrouvée, mais qui a perdu et son mari et ses enfants, et sa propre sœur. Voilà, bon. Les personnes de Pologne, son entourage, il n'y avait personne. Personne. Je crois 72 personnes, mais personne. J'étais resté seul. De ma famille, de ce que j'ai pu raconter en tant qu'enfant jeune. J'ai peut-être oublié certains, certainement. Mais enfin, moi, je comptais, il y avait 72 personnes à peu près. Peut-être plus, un peu moins. Et alors, c'est une question peut-être indélicate, mais puisque là, vous êtes surtout face à une assemblée, vous témoignez, c'est le mot qui est employé pour décrire ce qu'on est en train de faire. Au fond, vous ne l'avez pas fait, vous l'avez fait tardivement, c'est-à-dire, vous m'avez dit, ça fait une dizaine d'années. C'est ça. Pourquoi? C'est compliqué parce que c'est presque un programme pédagogique. C'est pourquoi et qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, pourquoi? Parce que c'était tellement douloureux pour moi-même. Mes souvenirs, quand ils me venaient, quand ça remontait, on essayait toute ma vie, même jusqu'à aujourd'hui. J'ai essayé de l'enfoncer comme dans une cachette pour que ça ne me remonte pas au visage. Mais quand ça me remonte, quand c'est plus fort que moi, j'ai envie de suicide. Comment voulez-vous faire avec ça? J'avais des enfants, il fallait que je vive pour eux. J'avais ma femme. J'ai dit non, tu ne peux pas faire ça. Mais quand vous aviez cette douleur qui vous prenait, j'ai dit tu te fous en l'air. Comme ça, plus de questions à me poser. Puis il y a une chose, c'est moi qui l'ai forcé un peu à témoigner. C'est-à-dire, comme vous avez dit, nous n'avons pas parlé du tout de notre déportation. Absolument pas. Personne ne le savait, ni les voisins, ni notre entourage. Mais un jour,
euh, un jour, je vois dans le journal à Toulouse où il y a eu une manifestation, un dépôt de plaques à la gare Matabio, qui était, enfin, je ne sais pas si c'était en honneur ou quoi, pour le train qui était parti de Toulouse le 30-31 juillet 1944. Donc, c'était mon train. Je dis bien mon train. Et il y avait Klarsfeld, il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues de Paris. Il y a eu une très grande fête. D'abord, c'est faux. Nous ne sommes pas partis de la gare Matabio, mais nous sommes partis de la gare routière de Toulouse, parce qu'on ne mettait pas des wagons à bestiaux dans une gare, on les cachait. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit quand même, on ne m'a pas, c'est vrai, on ne m'a pas prévenu. J'aurais voulu être là, parce que nous ne sommes pas nombreux à être revenus de ce wagon, de ce convoi. Alors j'ai pris le téléphone et j'ai téléphoné à la maison communautaire. Je peux dire que je n'étais pas aimable. La secrétaire qui a écouté presque mes doléances s'est tue. Mais moi, j'étais en colère. Et puis, à un moment donné, une fois que j'ai eu fini, elle a pris la parole. Elle m'a dit, mais madame, on ne vous connaît pas. On ne sait pas si vous avez été déporté ou pas. Et c'est vrai, parce que nous ne faisions même pas partie de la communauté avec Jean. Nous étions tout à fait à part. Alors là, je me suis excusée. Et j'ai dit oui, c'est vrai, c'est pas votre faute. Bon, alors j'ai donné notre adresse et tout. Et puis alors elle m'a demandé, cette personne, si jamais il y a quelque chose, est-ce que vous êtes partante pour venir? Alors j'ai dit oui, j'allais pas dire non après l'esclandre que je lui avais fait. Alors, et juste ça s'est trouvé quelque temps après, peut-être 2 ou 3 mois après. C'était l'anniversaire également de la libération d'Auschwitz. Et il y a eu des grands discours qui ont été prononcés au mémorial à Toulouse. Alors, on m'a téléphoné et en me demandant si je voulais faire un discours. D'abord, j'étais surprise et puis je ne connaissais pas, parce qu'il y a une certaine façon de parler de la déportation, de tout ça, que je ne connaissais pas, que je ne savais pas. Je connaissais, moi, mes paroles à moi, mais est-ce qu'elles étaient bonnes pour parler à tout le monde? Est-ce qu'ils pouvaient recevoir ça? Mais je ne pouvais pas reculer. Donc, je dis oui. J'ai fait mon petit discours par la suite. Et puis là, il s'est trouvé, enfin, j'ai fait mon discours qui était basé sur les enfants, parce que j'étais entourée d'enfants. D'abord, j'en étais moi personnellement j'avais 14 ans, et il y avait avec nous des enfants de 18 mois, et puis ça s'échelonnait comme ça. Et il y avait même la plus jeune avait 3 mois. Elle, malheureusement, elle n'est pas revenue. C'était une petite fille. Et j'avais parlé mon discours sur les enfants. Et puis là, il y a quelqu'un qui m'a entendu et qui a trouvé que mes paroles étaient intéressantes, si vous voulez. Alors, il a cherché à me retrouver, ce qui a été fait. Et après, il m'a demandé, et c'est par lui, par une journaliste aussi, qui m'a demandé si on voulait commencer à témoigner. Donc, j'ai dit oui, et j'ai entraîné Jean. Mais pourquoi j'ai dit oui? Parce qu'après après tout ça, j'ai dit, il faut raconter un peu. Il faut raconter ce que nous avons vécu. Il faut que la nouvelle génération, la deuxième génération aussi, sache. Parce que si nous ne parlons pas, personne ne parlera. Et si, il y aura des historiens, mais ils s'appuient sur quoi? Ils s'appuient sur les paroles quand même de déportés. Et si les déportés ne parlent pas, personne ne parlera. Donc, c'est pour ça que progressivement, quand on nous a sollicités, et là, j'ai entraîné Jean
parce qu'il était réticent au départ, mais après, bon, une fois qu'il y est, ça y est. Et c'est comme ça qu'on a commencé à... Excusez-moi. Oui. Je dois t'entendre. Il y a une chose chez moi, d'abord, primordiale. Oh, pardon. Il y a une chose pour moi qui était primordiale, c'est surtout mes souvenirs quand il me revenait. Quand il me revenait, les souvenirs, ça m'a étouffé. Carrément, c'est comme si quelqu'un mettait un garrot à la gorge et m'étouffait. J'ai essayé de fuir. C'est mes propres souvenirs. C'est un malheur, ça. Mais je ne pouvais rien contre mes propres souvenirs. Alors j'ai lutté en faisant silence à moi-même. Mais ça ne veut pas dire, parce que nous ne parlions pas, ou alors maintenant que nous parlons, ça ne veut pas dire que nous sommes insensibles, parce qu'on ne le montre pas. Mais les nuits, après les témoignages, sont très mauvaises. Mais c'est comme ça, il faut le faire. Et quand on décide quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Enfin, c'est mon point de vue. Tu es plus courageuse que moi. Tu es plus courageuse que moi. Alors, on va quand même, dans quelques instants, peut-être détacher la parole à la salle. Et simplement, il y a un autre élément sur lequel je voulais revenir, c'était, je vous avais questionné tous les deux, mais ça figure également dans les deux ouvrages, sur les moments de libération du camp. Donc, Buchenwald et Bergen-Belsen pour vous. Et vous, Jean, vous m'avez parlé de la peur immense qui était que les Allemands, les nazis, liquident, c'est le mot que vous avez employé, tout le monde dans le... Il n'y a pas que moi qui a eu cette peur. Je pense que la grande masse de survivants avait peur parce que, comme les Allemands, ils voulaient se... oh, le mot ne me vient plus maintenant. Ne pas laisser de témoins. Ils ne voulaient pas laisser les témoins. Donc, ils voulaient faire le silence autour d'eux. Voilà. Et comment faire le silence sans faire le nettoyage? Voilà. Donc, les témoins, c'était évidemment les vivants, pour certains moribonds, les cadavres, les morceaux de cadavres. Les survivants. Et puis, évidemment, les infrastructures aussi, c'est-à-dire les bâtiments, etc. Oui, qui témoignaient d'une certaine manière. Mais dans certains camps, ils ont tout fait sauter. Ouais. À Treblinka, ils ont tout fait sauter. Ouais. Il est plus rien passé. Alors après, assez étonnamment, à Bergen-Belsen, les Anglais brûlent le camp pour des questions sanitaires en raison des épidémies qui sévissent. Absolument. Mais ça, ils avaient la trouille de Non. Ouais, mais c'est étrange parce que rétrospectivement, c'est un travail d'effacement. Voilà, c'était pas l'intention des Britanniques d'effacer, puisque on est revenu sur ce point. Les Britanniques vont faire ce que vont faire aussi les Américains, c'est-à-dire venir avec des équipes de caméramens filmer l'arrivée sur le camp. Et à ce moment-là, vous m'avez dit que vous étiez dans un état de très grande faiblesse et que vous avez vécu l'arrivée des Britanniques dans un épais brouillard, que vous ne vous êtes pas rendu compte de grand-chose, et qu'en retournant il y a quelques années à Bergen-Belsen, vous l'avez fait avec le souci de pouvoir visionner ces films des Anglais, qui était une étrange façon de rétablir presque un maillon manquant, qui était de reprendre conscience à travers l'image photographique, en l'occurrence cinématographique, de ce que vous n'aviez pas, au fond, pu vivre, et que vous auriez pu vivre avec une certaine joie, j'imagine. Absolument. Ben, c'est-à-dire que la libération de Bergen-Belsen, je ne l'ai pas connue parce que je l'ai pas connue. Si, je l'ai connue, mais j'étais inconsciente. Je ne pouvais pas me réjouir, si vous voulez, de tout ça, parce que j'étais arrivée à un stade de faiblesse où je pense que s'il y avait encore une semaine, je ne serais pas là pour vous parler. Maintenant, par la suite,
J'ai eu malheureusement, quand les Anglais sont venus, ils ont été tellement effarés, effrayés de voir qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Alors ils ont essayé, comme nous n'avions pas mangé depuis au moins 3 semaines, ni bu, ni mangé, ils ont essayé, je ne sais pas quelle idée, de nous donner une soupe. Et une soupe. Alors ils sont arrivés avec des grands bidons, les mêmes bidons qu'il y avait avant. Et moi, comme j'avais tellement faim, et puis alors j'essayais toujours, j'ai eu la malchance de me précipiter, parce que j'avais faim, pour manger, pour avoir quelque chose. Mais si les personnes de la Croix-Rouge avaient eu l'intelligence de bouger, de remuer ce liquide, non, ils ont pris d'abord au début. Et quand j'ai bu cette soupe, le lendemain, moi qui ai passé toute ma déportation sans maladie, sans rien, même pas un rhume, là, je suis tombée très, très, très malade. Mais dans mon esprit, je ne voulais que personne ne sache, parce que je ne voulais pas qu'on m'amène au revire. Revire, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est l'hôpital. Oui, l'infirmerie. Oui, mais c'est bon, moi j'ai toujours appelé revire. Et il n'était pas question pour moi d'aller au revire. J'ai continué à jeûner. Et oui, mais entre-temps, il y a eu la libération. Et comme j'étais trop faible, trop malade, je n'ai rien vu. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. La seule chose dans mon souvenir que j'étais à l'extérieur parce que je ne restais jamais dans les baraques. Je ne pouvais pas rester dans cette air vicié où il n'y avait que des malades. Il y avait la dysenterie, il y avait le typhus. Et puis aussi, vous aviez des personnes d'un certain âge. Quand ils sentent qu'ils sont à la dernière extrémité, on appelle qui? On appelle maman. Et alors, quand vous entendez tout ça, c'est un tout dans le baraquement. Je ne pouvais pas rester, il fallait que je sorte. Moi, j'étais toujours dehors. Et j'étais quand même dans un brouillard à ce moment-là. Et j'ai vu arriver, bon, j'ai su que c'était une Jeep, à l'époque, je ne savais pas, une voiture. Une voiture conduite, il y avait un chauffeur et il y avait quelqu'un qui était à côté avec, je ne sais pas comment on appelle ça, un haut-parleur, et qui parlait. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'en sais rien. Mais moi, j'ai continué à marcher. J'ai continué, il fallait que je marche. Et je ne savais pas qu'il y a eu la libération. La libération, je l'ai su par cette soupe. Cette soupe qui m'a rendue malade. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu voir qu'est-ce qui s'était passé après. Après la libération, parce qu'il y a eu, on a arrêté le commandant du camp, Kramer, on a arrêté les femmes qui étaient encore plus mauvaises que les hommes. En fait, tout ça, je voulais voir. Alors, je suis revenue, je ne dis pas en pèlerinage, non, mais je suis revenue à Bergen-Belsen quand j'ai su, il y a un mémorial là-bas et il y a une salle de projection où il passait un film de la libération du camp. J'ai voulu, si vous voulez, ce qui me manquait, j'ai voulu le retrouver et voir ce que j'avais manqué. C'est vrai, vous m'avez dit ça il y a quelques jours. Vous m'avez dit ça il y a quelques jours et en y réfléchissant hier soir, je trouvais la chose curieuse parce que ce film, vous auriez pu le voir sans vous rendre sur le camp en réalité. Là, je me suis dit, vous êtes aussi, vous avez souhaité d'une certaine manière retourner sur ce lieu et ce lieu dont vous m'avez dit, il me semble, qu'il est d'une certaine manière, je ne sais pas si le mot est juste, décevant parce qu'il n'y a plus rien. C'est des sortes d'étendues. Non, il n'y a rien. Une étendue, au fond, évidemment, insignifiante d'une certaine manière par rapport à ce qu'elle a pu signifier dans votre mémoire jusqu'à
vous y ayez, au fond. Mais à Bergen-Belsen, c'est-à-dire, ce qui m'a frappé d'abord, c'est que, vous voyez, j'ai vu Treblinka, ça n'a rien à voir. Vous rentrez là-dedans, il y a un silence dans ce camp. Vous sentez en vous-même qu'il s'est passé beaucoup de choses là-dedans. À Bergen-Belsen, vous arrivez en car, on vous met dans un... Il y a une surface où les cars stationnent. Bon, vous rentrez, mais vous avez... Enfin, moi, personnellement, j'ai eu l'impression que les gens venaient là par curiosité. On amène des enfants, les enfants des écoles. Il y a des touristes qui arrivent. Mais ils voient quoi? Ils voient rien, puisque le camp en lui-même a été brûlé au lance-flammes par les... Oui, si tu veux, par les Anglais. Alors, il y a un mémorial où là, il y a des photos, il y a de tout ça, mais il n'y a rien. Aussi, on entend parler, Bergen-Belsen, ce que c'était. Vous avez beaucoup de photos, vous avez des objets, mais on ne peut pas se rendre compte. On ne peut pas se rendre compte de la souffrance, de ce qui s'est passé dans ce camp. Si, vous voyez une chose, vous voyez, il y a de côté, il y a des fosses communes, il y a des murs qui vous indiquent ça. Ils ont fait un petit coin où il y a, vous avez entendu parler certainement d'Anne Frank et de sa fille, de sa sœur, je veux dire. Il y a 2 tombes, mais c'est factice, ils sont pas là. Ils sont vous marchez sur des cadavres. Et après, il y a un endroit où il y a quand même des tombes. Mais là, j'y suis allée, on est allé. Et puis à un moment donné, celle qui nous guidait me dit ne marchez pas là parce que là, c'est des fosses communes. Mais j'étais effrayée, je suis partie. Pourtant, j'avais vu tous ces cadavres qu'il y avait tout autour de Bergen-Belsen, dans le camp plutôt. Mais maintenant, on ne peut pas se rendre compte, c'est pas vrai. Il n'y a que les personnes qui étaient dedans, et encore, c'est dans leur imagination. Ils savent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont souffert. Et il n'y a qu'eux qui peuvent reconstituer, si vous voulez, le camp. Mais autrement, ce n'est pas vrai. Enfin, pour moi. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, que j'ai la science. Mais d'après moi, on ne peut pas se rendre compte. Vous avez des questions? Justement. Merci beaucoup pour votre témoignage. Vous êtes un couple super, très beau. Et j'ai une question à vous poser, c'est quand vous êtes arrivé à Buchenwald ou vous à Ravensbrück, les déportés résistants politiques Triangle Rouge, savaient-ils ce qui se passait à Birkenau, ce qui se passait pour les Juifs, ou eux-mêmes ne savaient pas? On ne savait rien du tout. On ne savait rien et on nous raconte, et on nous disait rien du tout de ce que s'est passé. Fin 44, début 45, à Buchenwald, moi je me demandais si les déportés politiques résistants, quand vous êtes arrivés, vous ont demandé d'où vous veniez, ce qu'était Birkenau, et est-ce que ces politiques résistants déportés savaient ce que les nazis avaient fait aux Juifs? Les déportés, nous savions tout. Au départ, nous ne savions rien. Mais une fois que nous sommes rentrés dans le camp, à ce moment-là, il y avait des personnes, il y avait des convois qui arrivaient de Auschwitz et ils racontaient. Donc, on savait ce qui se passait. D'ailleurs, il y a un épisode, bon, je vais parler très vite. Il y a un épisode à Bergen-Belsen. Quand nous sommes arrivés, ça s'est passé toujours dans la nuit. On nous a fait rentrer on nous a menés dans une grande salle. Et on a entendu des capots nous dire « Vous vous déshabillez, vous allez prendre une douche ».
quand vous avez entendu ce mot douche, on savait déjà ce qui s'est passé à Auschwitz et on savait le résultat de la douche. Je peux vous assurer que nous étions tous, toutes, sans un mot, sans rien dire. Il y avait des enfants avec nous. Les enfants habituellement courent d'un côté, s'amusent, parlent, se disputent. Mais là, rien. Un silence complet. Parce que nous savions où nous allions. Heureusement, nous n'étions pas à Auschwitz. Je dis bien. Bonsoir, merci beaucoup pour vos témoignages. Je voulais savoir si vous étiez retourné en Pologne depuis et si vous témoignez également là-bas. Vous parliez à qui vous demandez? Moi, je suis repartie. Plutôt à monsieur, mais enfin également. Oui, moi, je suis allée en Pologne parce que j'étais. Enfin, ça c'était. J'étais presque obligée d'y aller. Mais j'y suis allée. Mon mari, Jean, lui n'a. Enfin, tu peux répondre. Pas... Mais écoute, on t'a posé la question, je voulais te laisser passer. Moi, personnellement, je n'ai jamais voulu revenir en Pologne. C'est pas que je n'aimais pas la Pologne, c'est que je n'avais pas confiance en moi-même. Je me suis dit, si jamais tu reviens en Pologne et tu retrouves personne, j'avais 63 personnes de ma propre famille, ils ont tous disparu, je suis resté seul. Quelle aurait été ma réaction étant sur place? J'avais peur, je me répète, j'avais peur de moi-même. Et c'est pour ça que je n'ai jamais remis le pied en Pologne. Vous avez beaucoup parlé de votre difficulté à parler de l'expérience aux gens qui étaient autour de vous, mais est-ce que c'était facile entre vous quand vous êtes revenus? Qu'est-ce que vous appelez expérience? Ce que vous avez vécu. Est-ce que c'était plus facile entre vous de raconter ce que vous avez vécu? Est-ce qu'il y avait une compréhension mutuelle de votre... Ben, écoutez, madame, je me permets de vous couper. L'expérience, comme vous appelez, ce n'est plus une expérience. C'est-à-dire qu'entre moi, entre nous, nous parlions, enfin, j'ai essayé de ne plus revenir dans mon esprit et dans ma tête au temps passé. Parce que c'est devenu, à un moment donné, c'est devenu impossible. Ou c'était me suicider, et même pour ça, il fallait avoir un certain courage, parce que si j'avais un peu plus de courage, je ne serais pas là en train de vous témoigner aujourd'hui. Et j'ai fuyé toute ma vie, j'ai fuyé. J'ai fuyé cette réalité que j'ai vécue, ne serait-ce que pour l'oublier. Enfin, je ne l'oubliais pas, mais en moi-même, je ne le ressortais pas. Ça restait à moi, comme dans un cachot. Maintenant, je pense que entre nous, nous ne parlions jamais de ce que nous avions vécu. Ah non, absolument. Nous avions, si vous voulez, il fallait aller de l'avant. Il fallait pas regarder en arrière. Enfin, moi, personnellement, je parlais de déportation, de ce que j'avais vécu, avec des amis que je rencontrais. Par exemple, à Noël, j'allais à l'amicale de Ravensbrück, j'allais avec mon fils aîné, et là, nous nous rencontrions et nous parlions à ce moment-là du camp. Mais autrement, extérieurement, non. Avec mon mari non plus. Mon mari, de temps en temps, il parlait parce que ça lui revenait. Mais moi, je n'ai jamais parlé. Je n'ai jamais parlé à personne de ce que j'ai vécu. C'était moi. Et je pense, j'ai toujours eu dans l'idée que ça n'intéressait pas les gens, ou alors qu'ils ne me croiraient pas. Donc, je me suis tue. Et on s'est tue tous les deux. On ne pouvait pas vivre toujours avec le vécu, et c'était le vécu le plus douloureux. Non, il fallait marcher en avant. Pour un être humain. C'était pas, on ne pouvait pas traîner ça avec soi tout le temps. Il fallait mettre un rideau, comme je ne sais pas comment vous appellerez ça. Un rideau invisible, mais un rideau quand même. On va prendre les 2 dernières questions. Non, je réponds quand même. Il y a des personnes qui pensaient toujours à la déportation. Moi, j'ai rencontré une jeune femme
qui après venait à la maison. Nous avons sympathisé. Je ne la connaissais pas en tant que déportée, mais nous étions toutes les deux à Bergen-Belsen. Mais quand elle arrivait, mettons à 3 heures jusqu'à 6 heures, je n'entendais parler que du camp. Elle vivait au camp. Pourtant, elle était mariée, elle avait l'enfant. Mais non, c'était ancré en elle. Et elle n'était pas sortie de ce camp. Elle était plutôt malheureuse, d'après moi. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vais vous poser une question d'ordre un peu spirituel et un peu difficile à répondre, mais avec ce que vous avez vécu, même survécu, c'est intéressant et je voudrais avoir votre opinion là-dessus, de par votre vécu très particulier. Est-ce que après tout ça, après toutes ces choses, vous croyez en Dieu? Quel est votre regard là-dessus? Quel est votre rapport à Dieu? Je m'excuse de vous répondre. J'ai pas entendu peut-être la fin de votre phrase, mais partout où nous le témoignons, automatiquement, on nous pose cette question. C'est quelque chose de très intriguant, je pense. Personne n'a vécu ce que vous avez vécu et on imagine que vous avez un rapport très différent du reste de nous autres, en fait. Un rapport très différent à cette question et je pense que c'est intriguant. Et je me demande, en tout cas personnellement, quel est votre rapport à cette question? Voulez-vous que je vous réponde en 2 mots? Je crois en Dieu. Merci pour votre réponse, en tout cas. Olivier, vous voulez rien dire à ce Non, sujet? moi, je m'efface derrière la réponse de Jean. D'accord. Bon. Bah non, mais ça y est, vous avez répondu, Jean. Merci beaucoup. Merci 1000 fois à vous deux d'être venus.